Messieurs, dames, installez-vous, je vous en prie. Nous allons débuter donc cette dernière conférence du salon Horizon Vert. Vous avez vu qu'on a été gâtés quand même par la météo cette fois-ci. C'est très très agréable et puis c'est surtout quand il fait beau comme ça, venir s'enfermer, c'est que vous avez vraiment envie de vous mettre aussi quelque chose entre les oreilles. Donc c'est parfait. Cette dernière conférence va avoir pour objet de traiter la condition animale depuis le départ, c'est-à-dire depuis l'élevage, jusqu'à l'abattage. C'est-à-dire qu'on va parler d'élevage, on va parler de transport, on va parler de conditions d'abattage des animaux, puisque lorsqu'on mange des animaux, il faut bien le dire, effectivement, il faut les tuer. Hein, à part les huîtres, on ne mange pas beaucoup de vivants. Et donc pour ça, nous avons deux intervenants qui sont à l'heure actuelle en train de discuter, mais qui ne vont pas tarder à venir nous rejoindre. Il y a Yves Boissière, l'homme aux moustaches, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est à la ferme de Soulaille, donc qui est éleveur de canards gras et producteur de foie gras, entre autres, qui nous parlera justement des conditions d'élevage. Et vous savez que dans le département, dans la région, on a rencontré des gros soucis, notamment sur l'élevage des canards. Donc je pense que ça sera un des sujets qu'il abordera. Et puis Stéphane Dinard, qui est agriculteur, qui nous vient de Dordogne et qui lui est membre du collectif pour un abattage à la ferme. Vous avez tous vu, on a tous vu dans les médias des reportages réalisés par l'association L214 avec des conditions d'abattage dans les abattoirs tout à fait critiquables. On va parler justement d'alternatives à tout ça et de quelles sont en fait les causes qui amènent aussi à avoir ces conditions d'élevage, ces conditions de transport, ces conditions d'abattage, parce que c'est facile parfois de mettre ça sur le dos des ouvriers qui travaillent dans ces institutions. Et ils ne portent pas forcément toute la responsabilité de ce qui se passe. Voilà, donc. Ce n'est pas le mien. Stéphane, Yves, je vous en prie. Voilà, donc on va prendre, c'est plutôt le format table ronde que l'on souhaite. Ce n'est pas véritablement une conférence comme celle qui vient de se dérouler avec Monsieur Vélo, Monsieur Christian Vélo. Là, c'est plutôt le format table ronde, échange. C'est-à-dire que pendant un laps de temps assez court, une dizaine de minutes, Yves et Stéphane vont développer un petit peu justement leur spécificité. Et après, c'est plus sous forme d'échange, de questionnement que l'on voit ce moment de rencontre. Yves, tu commences puisque on dit de l'élevage à l'abattage. Donc toi, tu es plutôt en début de chaîne. Et puis on passera la parole après à Stéphane. Bonjour à tous. Moi, je suis Yves Boissière. Je suis un voisin. J'habite à Frespech. Et là-bas, donc, on s'est spécialisé dans la production d'oies et de canards depuis longtemps. C'est la ferme familiale qui appartenait à mes parents et mes grands-parents. Ils étaient agriculteurs, on a continué. Et puis à partir de 1990, les services vétérinaires nous ont demandé de nous équiper pour nous mettre aux normes. Et on l'a fait. Et à ce moment-là, on s'est complètement spécialisé dans la production d'oies et de canards. Et on a monté un laboratoire pour pouvoir cuisiner avec les nouvelles normes européennes. Voilà. Et on fait tout de A à Z. Aujourd'hui, avec la crise de la grippe aviaire, les services vétérinaires donc, ont classifié les deux filières. La filière courte, élevage en autarcie, la filière longue, qui est donc la filière industrielle, où les produits sont vendus en grande distribution. En ce qui nous concerne, donc, on est en autarcie. Les canetons arrivent à l'âge d'un jour. Et à partir de là, on les élève sur place, on fait l'alimentation sur place nous-mêmes, avec un concassage des céréales. Et après, donc, on fait le gavage sur place, on fait l'abattage sur place aussi, et on fait la cuisine sur place, et puis on vend sur place, et on fait manger les gens sur place sous forme de pique-nique à la ferme régulièrement. D'ailleurs, donc, le 28, 29 et 30 octobre, donc, je vous invite à venir à la fête du foie gras. C'est avec des démonstrations de cuisine toute la journée et
donc aussi il y a des animations pour les petits à travers donc les céréales, la découverte donc de l'origine du foie gras, etc. Donc c'est très 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 pédagogique. Hein. Donc nous, ce système-là donc de vente directe, on l'a commencé. Moi, je suis agriculteur, donc ça fait déjà de nombreuses années. Je suis donc dans la philosophie donc de l'après 68. C'était la seule solution donc de faire la vente directe pour pouvoir s'en sortir. À ce moment-là, ce qui était intéressant, c'est que les gens nous prenaient pour des fadas. Donc c'était pas si intéressant que ça parce qu'on faisait la vente directe. Et petit à petit, on s'est structuré, on s'est organisé. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure à Stéphane, c'est que nous sommes donc aujourd'hui les gens qui sont en vente directe, ceux qui s'en sortent bien mieux par rapport donc à la filière industrielle où ils sont toujours en train de se bagarrer face au prix qu'impose la grande distribution. Il faut toujours donc faire plus pour gagner moins. Et donc voilà, la vente directe donc nous convient assez bien. Et puis on a rajouté une corde à notre arc dans la mesure où on a aussi le contact avec le client et notamment dans les grandes villes, à Paris ou à Marseille, pour apporter donc les réponses aux questions que nous posaient les gens. On a fait le musée du foie gras. Donc ça a été une aventure qui est humainement très intéressante et qui nous permet de rencontrer des gens qui viennent d'horizons différents, aussi bien donc de Belgique, d'Hollande, d'Espagne ou d'Argentine ou de Suisse. Et donc chaque jour, on accueille des gens pour expliquer donc d'où ça vient. Et donc ça c'est super intéressant. Voilà pourquoi, en même temps, donc le fait donc de l'abattage des animaux, de la mort des animaux et de la consommation de la viande, donc fait que on est interpellé chaque jour par le consommateur qui se pose beaucoup de questions par rapport à tout ce qui se fait, tout ce qu'ils entendent, parce que le problème de notre société, c'est qu'on n'est pas sous-informé, on est noyé dans un flot d'informations qui fait que les gens ont beaucoup de mal donc à pouvoir trier le vrai du faux. C'est souvent compliqué. Et voilà. La grippe aviaire, tu veux que j'en parle là ? Bah, si tu veux, à moins qu'on revienne aussi sur ce sujet. Puisque tu parles de grippe, ça me fait penser à une réflexion qu'on vient de me faire, à savoir qu'effectivement, vous avez pu voir que normalement dans le programme, on avait prévu également pour cette table ronde la présence d'un vétérinaire. Seulement, on a fait pratiquement tous les vétérinaires du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de l'Aquitaine, et il doit y avoir des pressions extrêmement fortes sur eux, puisque aucun n'a accepté, même s'il trouvait que le sujet était très intéressant, aucun n'a accepté de venir participer à cette table ronde. Et certains nous ont carrément dit qu'effectivement, ils avaient des pressions au-dessus de leur tête, soit du conseil de l'ordre des vétérinaires, soit de leur hiérarchie quand ils bossaient dans des abattoirs, pour ne pas pouvoir participer à ça. Donc si tu veux parler effectivement des problèmes médicaux, attaquer sur la griffe aviaire, et puis après, on passera la parole à Stéphane. Les services vétérinaires, je les vois demain matin. C'est pas que j'ai rendez-vous avec eux parce qu'on a un contrôle régulier. Et donc les services vétérinaires nous téléphonent avant de faire le contrôle. Parce que c'est très lourd, quoi. Quand il faut faire donc l'abattage, la transformation sur place, ça nécessite beaucoup d'installations. Ça veut dire qu'il faut faire donc la traçabilité en permanence. On est toujours en train de marquer tout ce qu'on fait, c'est-à-dire donc on a des fiches de production où quand le caneton arrive, d'où il vient, quelle origine c'est, quel est le nom du producteur qui fait naître ce caneton, qui c'est qui le livre. Il y a des protocoles qui doivent être respectés maintenant avec la crise de la grippe aviaire, dans la mesure où il a fallu créer un chemin spécial pour les véhicules qui viennent livrer, c'est-à-dire donc le maïs, les céréales ou les vétérinaires en particulier, et tous les gens qui s'intéressent donc à la ferme doivent passer par un cheminement spécial, désinfection des roues à l'arrivée, mettre des surchaussures quand ils déchargent donc les petits canetons, et puis après ils nous laissent les surchaussures sur place et ils doivent désinfecter les roues en partant. Donc
les services vétérinaires donc, nous obligent à toute cette traçabilité. Qu'est-ce que mange le canard? Est-ce qu'il y a eu un incident? Pourquoi il y a eu un incident? Comment on a réglé l'incident? Ensuite, donc, pendant le gavage, comment ça s'est passé, etc. S'il y a eu des soucis, pas de soucis, comment on a réglé le problème? La température donc, dans les bâtiments aussi, c'est marqué. Et puis, donc, après... on passe à l'abattage, et à l'abattage, donc, on a une formation qui nous a été demandée donc, depuis pas longtemps, là, ça fait 1 an. C'est-à-dire que on a fait un stage donc, à Toulouse pour savoir comment c'est qu'on devait abattre les animaux. On le faisait comme ça avant, mais il a fallu valider donc, notre expérience donc, auprès donc, de vétérinaires compétents, à savoir qu'il faut vérifier l'installation donc, de l'électronarcose, combien de temps d'attente les animaux avant qu'ils soient saignés. L'électronarcose, donc c'est un appareil qui envoie un faible voltage électrique. Le canard est KO pendant 1 minute, et à ce moment-là, donc le canard il est saigné, il ne se débat pas du tout, quoi. Et en même temps, donc je me rends compte que c'est une bonne chose que les agriculteurs, parce que les gens qui font la vente directe font l'abattage à la ferme. Pas tous, mais une bonne partie. Et c'est bien que ce soit fait dans des bonnes conditions pour le bien-être donc des animaux. Et puis en même temps, si l'animal n'est pas endormi, anesthésié avec l'électronarcose, donc il va bouger, il va se débattre. Et c'est une pagaille qui est monstrueuse. Donc de ce côté-là, c'est bien que les services vétérinaires cadrent les choses. Et je sais que demain matin, ils nous ont dit qu'ils voulaient assister donc, au saignage, et ils l'ont déjà fait aussi. Ça ne nous pose pas du tout de problème. Hein. Plus, après, bien sûr, la traçabilité sur combien de temps donc, ça a été cuit, le numéro du lot, qui c'est qui a cuit le lot, qui c'est qui l'a donc, lavé, qui c'est qui l'a estampillé, qui c'est qui l'a étiqueté, etc. Donc voilà, c'est tout ça la traçabilité, quoi. Et alors la grippe aviaire, donc ça a vraiment changé beaucoup de choses dans la filière, dans la mesure où c'est un virus qui vient du froid. C'est un virus qui est certainement donc, dans l'Europe du Nord et qui se développe avec le froid. Les animaux, les oiseaux qui sont là-bas en migration, donc quand ils vont revenir là dans le courant du mois d'octobre ou de novembre, vont transporter donc ce virus. Et ce virus donc mute très très vite comme les autres virus. Il y a 2 ans, c'était donc le H5N9. Les poules crevaient à tout va et le canard résistait, voire il s'auto-immunisait, et il n'y avait quasiment pas de mortalité chez le canard. Ça, c'était donc pour la saison 2015-2016. 2016-2017, nouveau virus qui arrive, qui s'appelle H5N8, très virulent. Les canards ont quelques jours d'incubation. Toujours, c'est les animaux sauvages qui viennent, qui le portent, lesquels, je ne sais plus, moi, tous les oiseaux migrateurs, quoi. Et ça a été un élevage du Tarn qui a été contaminé début décembre, l'an dernier. Et donc l'élevage donc, a été contaminé. Et après, donc, les camions qui ont transporté les animaux ont transporté des canards qui étaient malades dans le Lot-et-Garonne. Et tout le toute la zone de Montbahut-Cancon a été contaminée. Et au final, vers la fin du printemps, c'est 1/3 du département qui était interdit de produire. Parce qu'il y a eu 13 cas dans le département de canards qui ont été touchés, quoi. Et puis après, le camion a continué donc vers le Gers et il a contaminé tout le Gers. Il a continué vers les Hautes-Pyrénées, ça a contaminé toutes les Hautes-Pyrénées. Et la proximité donc des élevages industriels donc dans le Gers et dans les Landes qui sont très importants, des concentrations phénoménales, fait que le virus, c'était comme le feu donc dans la forêt des Landes. Ils n'ont pas pu arriver à l'arrêter. Et donc ça, au total, entre les canards morts par le virus et des canards abattus d'autorité par l'administration et les services vétérinaires, 4 500 000 canards qui ont été tués. Une crise incroyable, donc sanitaire, comme jamais on l'a vu. Ça a pris la tournure d'une espèce de pandémie dans le sud-ouest. Mais on voit que les services vétérinaires ont divisé donc la filière en deux. Les circuits en autarcie, dans la mesure où les animaux
arrivent sur place, ils sont élevés sur place, abattus sur place, cuisinés sur place, ils ne repartent que sous forme de confits stérilisés ou bien donc